Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur le sujet qui nous intéresse tous, les RH leaders des transformations. Comment en fait les ressources humaines, les RH passent de la pénombre à la lumière, c'est ce que nous allons voir ce midi. Avec moi donc Élodie et Romain. Nous allons procéder peut-être à un petit tour de table. Avant, j'ai envie d'expliquer un peu le format de notre webinaire parce qu'on n'avait pas très envie de présenter un PowerPoint avec plein de slides. On avait envie que ce soit vivant et c'est pour ça qu'on est plutôt au format d'une table ronde avec, vous allez le voir, entouré d'experts et en même temps, on a parmi nous un représentant des ressources humaines qui va se dévoiler dans quelques secondes. Donc, je suis votre facilitatrice et en même temps experte en transformation des organisations. Je suis chez Womanity en tant que responsable de l'offre transformation des organisations et du change management. Et en fait, j'ai tout un parcours dans l'industrie, dans le secteur du luxe, du transport, du secteur public et encore bien d'autres en tant que transformatrice également sur des métiers, des rôles, on va dire, de l'agilité. Et puis, avant ça, j'ai eu des postes de chef de projet internationaux. Donc voilà, je suis un petit peu, on va dire, connaisseuse du milieu de l'entreprise et c'est ce qui me permet de l'accompagner. Avec moi, Élodie, si tu veux te présenter. Enchantée, merci Luce de me passer la parole. Donc Élodie Emo, je suis consultante en transformation chez Womanity. Ça doit faire une dizaine d'années que j'accompagne des organisations justement, soit au démarrage de la transformation, soit pendant leur transformation. Et aujourd'hui, j'aurais cœur à vous expliquer ce qu'est justement une transformation. On a hâte. Romain, alors, laisse-toi l'invité surprise. Oui, merci, merci Luce. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Pochaudet, je représente effectivement aujourd'hui, l'équipe RH Womanity. De manière, plus individuelle dans cette équipe, je pilote, le recrutement des fonctions support, et plus précisément les fonctions business, finance, marketing, RH et RSE, pour le groupe Womanity, donc en France, au Benelux, et ainsi qu'au Maroc. Et en parallèle de ça, je suis également en charge du développement, de la marque employeur en France, via notamment les relations écoles. Merci beaucoup d'être parmi nous parce que, justement, on avait vraiment, l'envie d'avoir un représentant des ressources humaines pour aussi, pouvoir te poser des questions au fur et à mesure de la présentation. J'imagine que tu es pas tout seul chez Humanity parce que quand on t'écoute, on se dit: «Waouh, a-t-il encore une vie privée?» Effectivement, je suis pas tout seul et on a la chance d'avoir de super profils dans l'équipe RH, dans toutes nos agences et notamment à Paris. Et effectivement, chaque personne de cette équipe a une spécialité. La mienne est plutôt le recrutement, mais je représente aujourd'hui toute l'équipe et je parlerai en leur nom. On peut d'ailleurs parler des coulisses, hein, de toutes ces préparations en amont du webinar avec des échanges notamment avec toute l'équipe, RH et c'est vrai que c'était super intéressant avec Élodie, on a beaucoup appris en fait sur, votre ressenti. Là, je crois qu'aujourd'hui, on va justement, valoriser, ce département, aussi ses fonctions puisque, c'est l'objet, hein, c'est un peu la problématique du sujet qui est posé ici. C'est de dire comment on passe de la pénombre à la lumière, parce qu'on sait combien les ressources humaines sont importantes dans le cadre d'une transformation, mais aujourd'hui, c'était plutôt dans la pénombre et on va voir justement comment on va vous faire passer dans la lumière. Donc, en support visuel, à la place du PowerPoint, eh bien, on a décidé de faire une facilitation graphique. Je voudrais remercier Nicolas Caruso, et qui a énormément de talent et qui justement a su retranscrire nos paroles par le biais d'une, facilitation graphique et c'est ce qu'on voit à l'écran. La première partie, n'est-ce pas? Sur, parce que le monde accélère de plus en plus, eh bien, le monde doit se transformer. Le monde est en transformation. On le voit de plus en plus par rapport à l'actualité, par rapport à des phénomènes, notamment le changement climatique, mais c'est un exemple parmi d'autres. On voit aussi ces nouvelles générations qui nous rejoignent, enfin qui rejoignent le monde de l'entreprise. Et est-ce que l'entreprise est adaptée? On va voir, on va parler de tout ça. Donc déjà, Romain, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'accélération de ce monde d'un point de vue RH? Et en plus, Élodie aussi, vous allez avoir un échange assez vivant par rapport à cette thématique. Avec grand plaisir. Je vous propose qu'on, prenne un petit morceau d'histoire en partant de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à aujourd'hui. Et le premier constat que j'aimerais faire et qui est assez évident, c'est que, notre monde a évolué à bien des égards depuis cette période de la Seconde Guerre mondiale. Et on se rend compte que, les RH ont aussi évolué au fur et à mesure des différentes steps de transformation. Le troisième constat que j'aimerais aussi, vous présenter, c'est que ces phases-là de transformation
transformation, d'évolution sont de plus en plus rapides et de plus en plus condensées également, et que finalement l'évolution des ressources humaines et de leur rôle est un écho de l'évolution rapide du monde, et plus précisément du monde du travail ces dernières dizaines d'années. Je te propose, Élodie, qu'on commence du coup par cette période de Seconde Guerre mondiale. On va commencer par une période un peu obscure, qui est celle justement de la période on va prendre la dernière guerre mondiale, où c'est exactement ce que tu dis, Romain. On a véritablement un effet entre le monde de l'entreprise, les modes de management, et un effet miroir qui se répercute assez de façon synchrone avec les RH. Donc remontons le fil du temps. Effectivement, on est en pleine période de guerre. On est dans un effort collectif où l'idée c'est de créer des volumes sur de l'armement, et ce qui va positionner les RH dans un leadership très à objectif, avec des flux assez rapides, et dont l'objectif est de la production au maximum. Dans ce contexte-là, Romain, comment les RH se sont organisés justement face à cet objectif? Comme tu l'as dit, c'est une période qui était très sombre, et finalement le rôle du RH et des ressources humaines de manière générale dans ce contexte-là, c'était un rôle d'exécuteur, très axé sur l'administration, sur l'exécution des politiques liées aux ressources humaines, et leur rôle se simplifiait au recrutement, à la paye, à la conformité légale, et notamment un exemple assez parlant, je pense, au pointage dans les usines d'armement notamment. Donc c'est un rôle concrètement d'exécuteur, d'exécutants plutôt, pardon, des politiques RH. Après la reconstruction post-guerre, enfin pendant la reconstruction post-guerre, les RH ont émergé en tant qu'entité gérant le personnel de manière bureaucratique, et on arrive petit à petit sur l'ère de la révolution industrielle, qui est le deuxième item de cette facilitation graphique que tu peux nous présenter, Élodie. Tu l'as très bien dit. En fait, ce qui va être intéressant dans cette période, c'est de mettre en place des usines. Donc on commence à voir apparaître des chaînes de production, donc le taylorisme et toute l'organisation du travail. Donc c'est exactement le rôle que les RH vont prendre, qui est véritablement l'expert des humains. Et si on continue justement sur notre frise chronologique, après, on voit venir le monde de la globalisation, donc de la mondialisation. Donc on voit les entreprises qui étaient à un niveau local qui vont commencer à s'étendre, donc à un niveau de complexité qui va être démultiplié, puisque dans plusieurs pays, donc plusieurs cultures à gérer, plusieurs sites des fois. Et en parallèle de cette mondialisation, on voit poindre également la digitalisation. Donc ça donne des écosystèmes, ou en tout cas des organisations qui sont de plus en plus complexes, qui vont directement impacter le travail des RH que tu vas nous décrire, Romain. Tout à fait. L'impact, il est assez significatif. Le rôle a évolué vers un rôle plutôt de facilitateur, accompagner la digitalisation, comme tu as pu le dire, et la mise en place de nouveaux processus, de nouvelles plateformes. Et le RH a vraiment pris un rôle de facilitateur sur la partie gestion du personnel, et dans un environnement, comme tu le disais également, de travail de plus en plus numérique, qui a donné pas mal de boulot aux équipes RH. Ce que j'aimerais aussi remettre en avant sur la période juste avant de révolution industrielle, c'est évidemment l'émergence des relations sociales, pardon, avec l'émergence des syndicats, qui a évidemment rajouté un volet de négociation collective avec ces syndicats, et les entreprises ont été confrontées à cette pression croissante pour traiter les aspects sociaux, notamment des relations professionnelles. Aujourd'hui, on est dans une ère, et c'est le quatrième item de notre facilitation graphique, qui est une ère de révolution continue, n'est-ce pas, Élodie ? Complètement. Révolution continue, c'est pour rebondir sur ce que tu disais en introduction de ce chapitre, on a des cycles de transformation qui sont de plus en plus courts, parce que c'est demandé par le marché. On y reviendra par la suite sur le pourquoi. Et cette révolution continue. Si on prend l'exemple de Générative AI ou ChatGPT, on sait qu'on est complètement dans un momentum, et qui va pousser aujourd'hui les entreprises à se poser des questions sur l'utilisation de cette techno,
j'en dis pas beaucoup plus, mais je trouve que c'est un exemple assez intéressant qui nous permet de nous dire, effectivement, on est dans un monde complexe dont les cycles s'accélèrent et du coup, le RH change complètement sa posture de facilitateur, il passe à partenaire et ce partnership, pour utiliser un anglicisme, il est complètement salutaire et je te laisse nous détourer en fait ce rôle qui est vu aujourd'hui et tenu par les RH. Tout à fait et je pense que ce que tu viens de dire déjà est hyper intéressant. C'est un rôle de partenaire stratégique pour l'entreprise. On le verra tout à l'heure dans une partie 3 sans spoiler aussi, le rôle actuel, et toutes les dimensions d'intervention des ressources humaines, aujourd'hui. Mais effectivement son rôle est vraiment d'accompagner de manière stratégique la direction de l'entreprise, les salariés, via des échanges à tous les étages et via des sujets qui sont de plus en plus diversifiés et qui ne s'arrêtent plus seulement à des rôles d'exécutants des politiques RH. Tu as parlé aussi de Générative AI. Effectivement, je pense que si ça fait pas partie de notre facilitation graphique, mais je pense qu'aujourd'hui, on est déjà en train de passer à une nouvelle ère qui est l'ère de l'IA générative. Et on constate du coup qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les phases d'évolution sont de plus en plus condensées, de plus en plus rapides. Je pense qu'on pourrait faire un webinaire entier sur l'IA générative, mais effectivement, on est déjà en train de commencer à mettre un pied dans cette nouvelle ère. Alors ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va faire. C'est peut-être pas dans les suivants, mais on a bien prévu ça, Romain, donc tu anticipes bien les sujets qui vont venir. Et alors du coup, on arrive à quelle conclusion finalement? Bah, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, je pense que chaque ère, effectivement, comme vous l'avez pu le constater, a apporté des changements importants au rôle des RH, passant d'une fonction principalement et quasiment exclusivement administrative à un partenaire stratégique essentiel dans le façonnement de la culture d'entreprise, dans la gestion des talents et sur l'alignement des objectifs globaux de l'organisation, puisque c'est aussi un rôle fondamental aujourd'hui du rôle des ressources humaines. Donc on va revenir effectivement ensuite sur le rôle des RH. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu sur cette facilitation, voilà, voir un petit peu justement eh bien, ce que vous présentiez. On voit effectivement les changements de rôle. Finalement, ce qu'on peut aussi conclure, c'est que les ressources humaines se sont déjà énormément transformées tout au long de la vie de l'entreprise, parce qu'on même de l'histoire, hein, tout simplement. Et j'aime bien cette idée où on porte beaucoup de dossiers, c'est le côté administratif un peu lourd, et puis on est un partenaire. On va voir à quel point les RH sont partenaires au sein de l'organisation. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre facilitation. Donc, voilà, ça s'affiche à l'écran. C'est effectivement, eh bien, survivre et être. Il y a la palette, ouais. Merci. Donc, pour survivre et être pérenne, l'entreprise doit s'adapter et se transformer. Élodie, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les besoins de la transformation? Moi, j'aime bien ce petit dessin, on reviendra sûrement ensuite, cette transformation là du crapaud vers le château, ça fait rêver tout ça. Effectivement, je vais commencer mon chapitre par Il était une fois la transformation. Justement, si on reprend de la hauteur sur le point commun qui pousse l'ensemble de ces entreprises à se transformer, on sait qu'une transformation, c'est un investissement. C'est quelque chose qui n'est pas anecdotique, on n'est pas sur un changement d'habitude, on est sur quelque chose qui va transformer l'entreprise. J'ai la métaphore de la chrysalide, du papillon, de la chrysalide qui passe papillon. Je vais vous l'épargner ici, mais l'idée, c'est qu'on a véritablement quelque chose qui va pousser l'organisation à changer et se poser la question aujourd'hui de pourquoi l'ensemble des organisations, des entreprises se transforment? Je pense que la réponse est assez simple, c'est pour survivre. Aujourd'hui, une entreprise qui ne changerait pas et qui resterait dans son cocon ou en tout cas dans son savoir-faire, je ne suis pas sûre qu'elle pourrait survivre à un marché qui, lui, est complètement dynamique et de plus en plus dynamique. C'est exactement ce qu'on se disait dans la première partie de ce webinaire. L'idée, en fait, après, c'est de se poser la question, OK, on se transforme pour survivre, mais quel est réellement notre objectif? Puisque des transformations, il y en a sous plein de formes.
et répondre à la question du pourquoi, parce que ça pourrait très bien se dire, voilà, l'idée, ça serait d'optimiser nos processus, et là, on va plutôt utiliser du lean management et donc engager une transformation lean, ou se questionner sur notre culture, sur la forme de notre leadership. Et là, on viendrait justement transformer la culture, donc ce serait une transformation culturelle tout simplement. Du coup, Élodie, moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que finalement, plutôt que le comment, on va chercher le pourquoi d'une transformation, aussi parce que ça va donner du sens tout au long de la transformation aux personnes, à la vision. Enfin, on va comprendre. C'est ça que tu es en train un petit peu de nous expliquer. Exactement, parce que la première étape, encore un deuxième point commun à toutes ces transformations, en fait, la transformation ne peut pas passer sans l'humain. Voire, elle démarre par l'humain. Et c'est ce pourquoi il est hyper important de se questionner sur le sens qu'on doit donner à cette transformation, parce qu'on doit embarquer l'ensemble de l'entreprise. Donc, c'est ce pourquoi on parle aujourd'hui des RH, puisque pour nous, ce sont les meilleurs experts des humains au sein des organisations. Et je finis pour illustrer mes propos. Là, tu spoil la partie 3, là. Je te vois venir, hein. Fais attention. Hein. Exactement. Juste, je suis en train de réfléchir pour vous donner 2 autres exemples pour étayer mon propos sur les dimensionnements en fait des transformations. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'organisations, d'entreprises qui se questionnent sur comment apporter de la valeur au marché, et leur réponse, c'est justement passer des modes projet au mode produit. Ou d'autres réponses qui pourraient être sur des velléités de croissance, qui pourraient être tout simplement de rachat d'entreprise, donc de la fusion et acquisition. L'idée Alors, ici, je veux bien revenir sur quand même cette approche projet-produit, parce qu'on a de plus en plus de demandes, effectivement, de la part de nos clients hein, chez Womanity. C'est quoi, en fait approche projet, moi, je comprends, c'est cycle en V. Approche produit, on est centré utilisateur. Donc ça, pourquoi ça change? Pourquoi on passe de cycle en V comme ça à l'utilisateur? c'est un changement de paradigme, en fait. Aujourd'hui, l'approche produit va partir justement de l'utilisateur, donc du besoin, et l'entreprise va mettre en exergue toutes les forces qui sont disponibles au sein de l'organisation pour pouvoir justement apporter une réponse à ce besoin. Et je vais faire le parallèle. Il y a un effort de maïeutique justement avec ce qu'on peut voir sur du design thinking, de dire je pense reformuler, je pense avoir compris, je vais tester près du marché pour savoir si la réponse est la bonne et réajuster. Là, je vais rentrer dans le détail de différents frameworks, mais l'idée, c'est de se positionner sur répondre au pourquoi l'entreprise doit se transformer, comment et quel type de transformation elle va engager. Et comme je vous le disais, et là, je vais arrêter de spoiler mes petits camarades, on sait que la colonne vertébrale de cette transformation va être l'humain, le capital humain, en fait. Et c'est vraiment ça qui rend notre métier passionnant, je pense. Et du coup, c'est aussi ce qu'on voit finalement sur la facilitation. Je ne sais pas si tu peux zoomer, Romain. Moi, j'aime bien cette baguette magique. En fait, on doit se transformer. C'est ce que tu as très clairement dit. Pourquoi? On va chercher le pourquoi pour l'expliquer, pour donner du sens. On a notre crapaud. Pourquoi le prince est devenu crapaud? Il a toute une histoire. C'est l'histoire de l'entreprise. C'est la culture. C'est finalement pourquoi on a pris ces directions. À chaque fois, on a répondu à une demande ou à un événement extérieur à l'entreprise. Et puis, on va chercher dans le grimoire les différentes formules, les explications. On arrive à ce château qui représente l'entreprise. Et là, si tu zoomes, on voit des personnages, effectivement, qui rentrent dans le château, l'organisation, et qui sont motivés, en fait. Ils ont envie de changer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? À quel point c'est crucial d'avoir des personnes motivées pour soutenir cette transformation? C'est intéressant parce que ça me rappelle une discussion que j'ai eue hier matin en disant aujourd'hui j'interviens dans le cadre d'une transformation dont l'objet va être de revoir un processus. Et je pense qu'on pourrait faire le meilleur processus, le plus efficace. Si personne ne l'utilise, à quoi bon? À quoi bon se transformer? Et donc, c'est ce pourquoi je vous disais tout à l'heure, ça me semble évident et important et crucial, tout autant que la survie de l'entreprise, que d'engager la transformation en démarrant par les humains. Quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations, et en les engageant sur la transformation, c'est là où on augmente mécaniquement, j'ai envie de dire, les chances de succès de cette transformation.
Et puis on sait aussi que, il y a différentes étapes, hein, dans une transformation. On le voit à titre personnel, c'est la même chose en entreprise. On est motivé, on a compris le sens, on rencontre des difficultés. Les difficultés sont pénalisantes. Là, on perd un peu courage. On a ce qu'on appelle la vallée du désespoir. Et puis, après, en fait, tout se débloque, on trouve des solutions. On a besoin de passer par cet état un peu de vide pour ensuite se réorganiser. On apprend de ça aussi, on grandit. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un de motivé, il va avoir plus de capacité à trouver des solutions que quelqu'un qui, dès le départ, est un peu sceptique. Donc, effectivement. Et puis là, il y a bien cette notion de chaos, c'est ce que tu expliques, c'est comment trouver de l'ordre dans le chaos. Et le chaos peut amener aussi un ordre, mais si on arrive à le voir. Donc, ouais, j'aime beaucoup cette facilitation. Est-ce que tu veux rajouter des éléments? Non, je pense qu'on a détouré ce qu'est le monde de la transformation. On est passionné. Je pense que ça se ressent. Justement, j'aimerais bien, Romain, peut-être que tu nous dises un peu plus sur ta perception de la transformation et comment ça se matérialise côté HR. Eh bien, Avec on va grand faire la plaisir. transformation, voilà, c'est ça. Ouais, vas-y. J'essaye de me mettre au mieux, pour que ce soit lisible pour tout le monde. C'est vrai que Romain a la difficulté d'être l'invité star et de partager son écran. Et c'est pas un bizutage, hein, Romain, je te promets. Non, mais je le fais avec grand plaisir. Multitâche. En tout cas, on arrive à cette troisième partie, hein. On a compris que, il y avait un monde qui s'accélère, qu'ensuite il y a une nécessité de se transformer. Si maintenant on fait la focale sur les RH, qui est quand même l'objet de ce webinaire, Romain, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les ressources humaines transforment d'abord des personnes avant de transformer des processus, et quel est le rôle finalement des ressources humaines aujourd'hui? Merci beaucoup en tout cas pour l'introduction, Élodie. Je pense que tu as commencé à effleurer effectivement le sujet. Les transformations partent de l'humain avant de mettre en place les processus, et ce sont les RH qui maîtrisent le mieux l'aspect humain de l'entreprise. Je pense qu'il y a eu récemment une prise de conscience là-dessus, qui ont légitimé le rôle des RH dans l'entreprise, et aussi, on le verra tout à l'heure avec toi, Luce, dans le cadre des transfos. Leur rôle aujourd'hui, il leur permet d'avoir une intervention assez vaste dans l'entreprise. Et du coup, je vous propose qu'on reprenne un peu ensemble les différents volets du rôle des RH aujourd'hui. Je vais essayer de le faire de manière le plus claire possible, et je vais le découper en plusieurs points. Je pense qu'on peut commencer par le rôle historique finalement des ressources humaines, qui est la gestion du capital humain au quotidien avec les employés, la gestion des conflits, l'administration du personnel. Donc ça, c'est par exemple la paye, la conformité légale également, la gestion de la performance. Donc ça, c'est des notions qui existent depuis toujours quasiment dans le rôle des ressources humaines. Au fur et à mesure, le rôle il s'est étoffé, et on a eu des échanges qui se sont multipliés des ressources humaines, et qui sont renforcés au fur et à mesure du temps, avec notamment un lien tout particulier avec le COMEX, puisque le ou la DRH siège au COMEX, et ça leur permet de travailler en étroite collaboration avec ce COMEX pour aligner la stratégie RH sur les objectifs organisationnels, et qui contribuent à la prise de décision stratégique au plus haut niveau de l'organisation. L'autre volet qui vient un peu illustrer ces échanges multiples, c'est les relations avec les IRP. Aujourd'hui, le RH joue un rôle primordial dans ces échanges entre les salariés, entre les IRP, et il est aussi là pour garantir la communication la plus transparente possible et respecter les droits des représentants des employés. Troisième rôle, en tout cas troisième volet, qui pour moi représente le mieux l'étiquette de partenaire qu'on a présenté tout à l'heure en première partie, c'est la gestion entre guillemets des compétences et du people de l'organisation, qui englobe pour moi, pour vous donner quelques exemples, le recrutement et l'acquisition de talents. Les RH sont évidemment chargés de recruter les meilleurs talents possibles pour l'entreprise, et cela comprend donc la rédaction d'offres d'emploi par exemple, la réalisation des entretiens, la sélection des candidats, la mise en place de stratégies d'attraction des talents qui sont de plus en plus compliquées sur certaines typologies de postes à attirer, et c'est aujourd'hui le rôle des RH.
C'est très bien d'attirer de super talents, mais il faut aussi également former et développer les compétences des ressources que l'on a déjà en interne. Et ça passe du coup par la formation. Les ressources humaines aujourd'hui veillent à ce que les employés acquièrent les compétences nécessaires pour exceller dans leur rôle actuel et futur. On parlait de transformation et d'évolution. C'est aussi le rôle des RH d'identifier ces axes de développement. Autre point plutôt important, la gestion de la diversité et de l'inclusion. Les RH jouent aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, un rôle central dans la promotion de la diversité et de l'inclusion au sein de l'entreprise. Euh, à titre personnel, ça se représente par exemple par du recrutement inclusif. On fait des formations chez Humanity tous les ans et on essaye d'actionner des leviers de plus en plus inclusifs pour notre recrutement et pour notre sourcing. Mais c'est aujourd'hui encore une fois le rôle des RH. Deuxième volet que j'ai envie d'appeler change et culture, les RH sont aussi garants de l'accompagnement au changement, que ce soit d'un point de vue culturel, structurel ou technologique. Encore une fois, tout à l'heure en première partie, on a vu que pendant la globalisation et la digitalisation, il y a plein de nouveaux outils qui sont apparus. Le rôle des RH est de former et d'accompagner aussi cette transition, notamment numérique, pour faire en sorte que les processus soient bien mis en place et que les salariés, que la partie humaine de l'entreprise puisse aussi s'adapter dans les meilleures conditions. Dernier point et non des moindres pour moi, qui est la promotion de la culture d'entreprise. Aujourd'hui, les RH ils sont chargés également de promouvoir et de renforcer la culture d'entreprise en veillant à ce que les valeurs, la vision et la mission de l'entreprise soient intégrées à tous les aspects de l'organisation. Au-delà de l'organisation, je dirais même, puisque d'un point de vue externe, c'est via la marque employeur notamment, c'est intéressant de partager aussi cette culture d'entreprise à l'externe. Beaucoup d'informations. Donc moi, ce que je retiens dans ce que tu as dit, c'est que, effectivement, il y a la rétention des talents, c'est-à-dire qu'on les fait grandir. Et en même temps, le fait que, les enfin le ou la DRH, fasse partie du COMEX, eh bien, permet aussi de voir les besoins, qui vont venir au sein de l'entreprise et donc d'anticiper par le biais de recrutement. Je pense aussi, tu as parlé de la marque employeur au tout début du webinaire. Effectivement, la marque employeur, c'est ce qui permet d'attirer de nouveaux talents puisque, ça amène une crédibilité par rapport au poste, par rapport à cette culture dont tu nous parlais. Et puis on a cette relation avec les différents départements, les différentes personnes au sein de l'entreprise. Finalement, tout ça va participer au fait que naturellement, on a envie de dire, essayez aussi de mener des transformations directement par le biais des ressources humaines. Est-ce que ça, c'est quelque chose chez Womanity, par exemple, où vous avez déjà essayé quelques petites transformations, sachant que c'est pas directement votre métier, donc tu pourrais tout à fait me dire non, pas encore, il n'y a pas de souci. Alors, sur tous les items que je viens de citer, ce serait faux de dire oui, mais évidemment qu'au quotidien, on essaye de se transformer d'un point de vue un peu plus personnel. Niveau recrutement, ça passe par de l'outillage, par revoir nos façons aussi de travailler. Et effectivement, c'est pas notre métier, purement, c'est pas notre métier, mais effectivement, c'est aussi à nous de pousser, de commencer à se transformer nous-mêmes pour faire en sorte que derrière, l'entreprise puisse se transformer correctement. Et Attends, aujourd'hui, je t'interromps du coup, désolée, comme mais par exemple, quand on voit les nouvelles générations, les millennials, effectivement, on voit bien que pour les recruter, l'approche est différente. Est-ce que par exemple du WhatsApp plutôt que des sites officiels de recrutement? Enfin, comment vous adaptez ça justement chez sur cette partie un peu nouvelle génération en particulier, évidemment qu'on a dû revoir nos façons de travailler. Et quand j'ai commencé dans le recrutement, on utilisait les job boards classiques, on utilisait les appels vocaux, les messages, etc., les messages vocaux. Aujourd'hui, effectivement, 90% de notre activité, elle se passe sur LinkedIn, elle se passe sur WhatsApp, on utilise beaucoup les textos, ce qui marche le mieux pour contacter cette génération. Et après, ce qui est important, je pense, au-delà de la partie WhatsApp, etc., c'est de savoir s'adapter aussi à la typologie d'interlocuteurs qu'on a en face de nous. Mais effectivement, sur la partie millennials, les outils et les leviers de traction de ces profils ne sont pas les mêmes que ce qu'on pouvait D'accord. avoir il y a quelques années.
OK. Donc là, on a parlé de génération, mais il y a aussi de nouveaux métiers. On voit, justement, par exemple, dans le milieu de la data, on voit énormément de nouveaux métiers apparaître. On l'a observé sur l'agilité au départ, admettons, on avait, moi je me souviens, on parlait de webmaster. Ensuite, on est passé sur, de nouvelles approches, agiles, et là, on a vu émerger énormément de métiers différents. On voit bien qu'en fonction de la maturité de la profession ou du domaine, on a de nouveaux métiers qui émergent. Comment vous, en fait, vous vous mettez à jour finalement sur tous ces nouveaux métiers? Comment leur parler la même langue avec eux? Déjà, je pense que ça passe par beaucoup de curiosité évidemment, mais de manière personnelle, ce qu'on aime mettre en place, c'est, de quasiment tous les trimestres, forcément il y a des métiers, que je découvre et que je connais, en tout cas que je connais pas parfaitement, et ça passe par beaucoup de discussions, rencontrer, ces profils-là, qu'on a déjà chez nous ou alors qui connaissent ce métier, échanger, discuter de ce qui est important, d'un point de vue compétences, mais aussi d'un point de vue mindset. L'agilité aussi, il y a quand même une belle notion de mindset qui est poussée par l'agilité, et forcément, il a fallu comprendre ce qui était vraiment recherché au-delà du profil, au-delà des compétences, bien comprendre le profil au sens large de ce qu'on recherche. Et ça, je pense que, en tout cas pour ma part, ça passe par beaucoup de discussions avec des interlocuteurs qui comprennent D'accord. ces nouveaux métiers. Donc mettre les experts aussi assez rapidement en relation pour qu'ils puissent, parler la même langue, les outils, et cetera. OK, je comprends. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses ou on passe à la partie suivante? Peut-être pour revenir à une des phrases que j'avais dites, pardon, tout au début de cette partie-là, sur la prise de conscience, des ressources humaines, et de leur intervention. Aujourd'hui, ça leur permet d'avoir cette légitimité essentielle, et cette légitimité que tu nous présenteras tout à l'heure aussi, qui est vitale pour, les transformations à venir de l'entreprise. Tout à fait. Merci beaucoup Romain. En tout cas, je pense pour notre public, parce que ce webinaire est à destination d'un public, plutôt novice en termes de ressources humaines. On sait tous à peu près ce que font les ressources humaines, mais maintenant, ça a l'avantage d'être beaucoup plus clair. Effectivement, on va regarder en quoi, les RH peuvent devenir leaders des transformations, passer de la pénombre à la lumière, tout simplement en acquérant une légitimité. Et pour ça, on voit sur cette facilitation graphique, on voit en fait, eh bien 2 personnes comme ça qui, on a compris que le change était une compétence, quasi existante, enfin, omniprésente chez les ressources humaines. On voyait moins la transformation. Tu as parlé un petit peu des outils, et puis des formations qui permettent justement, de transformer, mais on n'est pas encore sur vraiment un accompagnement. Là, on va voir comment, les RH peuvent, enfin, en tout cas, acquérir ces compétences avec, à droite, on voit un petit peu là le livre de la transformation avec un check, qui veut dire: «Oui, ça y est, nous, on a aussi ces compétences». Donc, comment on acquiert une légitimité aujourd'hui? Eh bien, tout simplement en l'expérimentant. Moi, souvent, j'ai, des codir, qui me disent: «On aimerait mieux comprendre l'agilité. Est-ce qu'il y a une formation sur ça?» J'ai dit: «La meilleure formation, c'est l'expérience. Mettez-le en pratique. Vous allez apprendre, vous allez vous tromper, vous allez comprendre vos équipes, et du coup, il y a aucune formation qui peut donner ça, parce que quelque part, c'est un peu l'école de la vie». Donc on expérimente, on a des questions parfois sur, comment on transforme les RH pour qu'ensuite elles transforment l'organisation. On n'est pas obligé en tant que ressources humaines de se transformer. Par contre, d'expérimenter, c'est sûr que, ça donne la légitimité. Donc pas d'obligation, mais c'est quand même mieux, c'est conseillé. Et donc en dessous, on a des exemples ici justement d'applications. Au niveau des ressources humaines, on voit ce bonhomme-là avec ses feuilles de laurier dans la main, leadership. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend ici? C'est, aujourd'hui, enfin, jusqu'à présent, on parlait beaucoup de manager. Alors ça, c'est vrai que, quand on arrive dans des contextes agiles, qui ne sont pas les seuls contextes des transformations, qu'on s'entende bien, on va moins parler de manager, on va plus parler de leader. Et en fait, ça a de plus en plus d'influence sur, justement la gestion d'équipe, l'auto-organisation. D'ailleurs, on a une formation qui s'appelle Management 3.0 et qui est absolument fantastique et qui explique comment on passe d'un management traditionnel à un leadership. La différence, c'est que le manager, il est désigné par, la hiérarchie. Le leader, il est reconnu par les équipes. Donc
en disant ça, finalement, on décrit pas mal ce changement de posture et en fait, le leader, eh bien, il va permettre à l'équipe qu'elle s'engage parce qu'elle va être responsable en fonction de son niveau d'autonomie. Elle va être responsable justement de son périmètre. Donc les ressources humaines, eh bien, ils vont travailler cette posture managériale. Qui d'autre dans l'entreprise pourrait le faire en dehors des ressources humaines? Parce qu'ils gèrent justement les postures, la culture et ils vont pouvoir, par le biais de formation aussi, de coaching, d'accompagnement, eh bien, permettre aux directeurs, aux comex, aux codir, au middle management de changer justement de posture. Les équipes, du coup, vont avoir beaucoup plus d'engagement parce qu'elles vont se sentir concernées par ça. On voit ensuite au milieu une personne si tu peux zoomer, hein, il y a une sorte d'amour comme ça pour le client. Eh bien oui, le client revient au centre. Je ne dis pas que c'est nouveau, aux ressources humaines, mais c'est quand même pas, forcément, quelque chose qu'on fait naturellement. On est concentré sur les salariés de l'entreprise. On sait un petit peu moins, qui sont les clients de l'entreprise. Évidemment qu'on le sait, mais on n'a pas autant d'informations que, par exemple, un département marketing. C'est là où on va parler de, persona, d'empathy map. On va se concentrer aussi sur le client, tout simplement parce qu'on va identifier les besoins à venir et en identifiant ces besoins, eh bien, on va aussi identifier les compétences internes qui vont être nécessaires pour répondre à ces besoins et du coup, eh bien, les ressources humaines, si elles veulent se transformer, si elles veulent expérimenter ça, eh bien, tout simplement, elles font des personas, et elles priorisent par la valeur apportée à l'utilisateur. Toutes les actions des ressources humaines vont être priorisées et à chaque fois, c'est quelle valeur on amène, à la fois en interne et à l'externe. Donc c'est aussi un changement de paradigme. On voit à droite, j'en parlais tout à l'heure, avec toi Romain, great place to grow, c'est-à-dire, on est à un endroit et on a la possibilité de grandir. On voit encore trop d'entreprises qu'on est obligé de quitter donc on démissionne, on change d'entreprise et en fait, on grandit à force de démission et d'intégration dans une nouvelle entreprise. Là, l'objectif, c'est d'avoir le même apprentissage, la même évolution possible au sein de la même organisation et c'est vrai que les ressources humaines là-dessus, elles font un énorme travail. Vraiment, elles font tout pour, justement, à la fois retenir les talents et à force de marque employeur, d'event, de communication interne, de formation, enfin, il y a énormément de moyens, qui sont mis en place. Eh bien, justement, eh bien, on va se retrouver dans l'organisation, on va vouloir y rester et on va vouloir y grandir. On va pas se mentir, ça fait aussi des gains, hein, parce que quand on voit quelqu'un partir et qu'on doit recruter, c'est ce qu'on appelle des coûts cachés de l'entreprise et bien ça, on le mesure pas forcément, mais effectivement, ça a un coût. Donc finalement, tout le monde est gagnant, par rapport à cette, cette partie-là de la facilitation graphique. Outils IT, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas forcément en revenir, puisque Romain, je pense que tu l'as pas mal, évoqué déjà. C'est, là où en tout cas, ce qui est intéressant si on pense, générative AI, c'est là où on a toutes les datas. Aujourd'hui, c'est un outil qui regroupe ces datas, on les fait un petit peu parler par le biais de fonctionnalités. On peut avoir des évaluations sur des personnes, on a envie d'avoir du feedback, on sait que c'est hyper important pour grandir. On peut demander un feedback à un collègue, à un client, on passe par cet outil, tout est rationalisé dedans. On peut aussi avoir, effectivement, bah, des parcours, voir comment on s'évalue, on peut grandir par rapport à ça. Bref, il y a énormément d'informations et de fonctionnalités dans les outils RH, le SIRH. Par contre, bah, Generative AI va exploiter ces données et va les rendre encore plus intelligentes et c'est ça qui est essentiel, justement d'avoir un SIRH performant. Là, on commence à avoir de nouvelles choses qui apparaissent, hein, en plus de centrer client, c'est, les frameworks et assets. Alors c'est désolée pour, l'anglicisme, c'est pas évident de traduire ces notions, mais tout simplement, c'est de dire qu'on a des cadres de travail et puis aussi, bah, des documents, des assets, c'est vraiment quelque chose qu'on peut, utiliser. Ça peut être par exemple un questionnaire d'évaluation, comme, un target operating model, qu'on va adapter en fonction de la culture. Donc là, on a une sorte de base de connaissances. Vous voyez en dessous Lean, Agile, Change.
la transformation, on va avoir une base de connaissances au sein des ressources humaines, donc dans le SIRH, et ça peut être aussi dans l'intranet de l'entreprise. C'est vrai qu'on aime bien quand tout est ouvert parce que les personnes qui sont curieuses peuvent y aller et se renseigner. Donc, des cadres de travail, des assets qui permettent justement, en fonction de la transformation attendue dans l'entreprise, d'aller regarder, de se former, de monter en compétences et puis de réutiliser ça selon les besoins. Donc, les ressources humaines vont se créer comment dire, ce trésor. Quand on est coach, on appelle ça notre valise de coach. Ils vont se créer comme ça leur base de connaissances. Ils vont la faire évoluer parce qu'effectivement, l'excellence, c'est quelque chose d'essentiel. On veut toujours être au meilleur niveau tout le temps. Et ça, qu'est-ce qui permet de l'atteindre? C'est l'amélioration continue qu'on voit à droite avec planifier, déployer, merci, contrôler, ajuster, le PDCA. Plan, do, act, check. Eh bien, c'est cette roue comme ça, permanente. On essaye quelque chose, on le met en place, on vérifie comment ça s'est passé, c'est un peu ce qu'on fait par le biais des rétrospectives, et puis on va ajuster pour la période suivante, en petits cycles comme ça, en petites boucles d'apprentissage, et on le fait de manière continue. À partir du moment où les ressources humaines mettent en place déjà ça, heu, on est d'accord que, on peut aller beaucoup plus loin encore dans la réflexion. J'entends déjà des experts, Élodie, notamment, tu pourrais me dire: «Bah oui, mais déjà rien que ça, honnêtement, les ressources humaines, elles sont déjà bien équipées pour ensuite aller voir le reste de l'organisation et puis, s'assurer qu'elles ont bien toutes les bases. Tu veux, compléter? Tu veux ajouter un commentaire, Élodie? J'ai l'impression. Non, c'est ce que j'étais en train de penser. Là, on a une sacrée mallette en termes d'outillage, de framework, de posture, de culture. En tout cas, on a, je pense, la parfaite valise pour s'engager dans le voyage de la transformation de l'organisation, en fait. Et comme tu le disais très bien, Luce, la meilleure façon pour se sentir légitime, puisque ça, c'est vraiment l'échange qu'on a eu en interne pour préparer ce webinaire, le sujet de la légitimité, comment on se sent à l'aise dans un métier qui paraît être a priori loin du nôtre. Et en fait, pas tant que ça, mais ça passe justement peut-être par de l'expérimentation à un niveau d'équipe RH pour pouvoir après prendre le lead de la transformation. Tout à De fait. la Et c'est vrai que, quand on parle de transformation, quelque part, ça veut tout et rien dire. Encore plus quand on arrive dans des organisations qui disent: «Oui, c'est la 20e que je suis en train de vivre, ça fait 40 ans que je suis dans la boîte». Ou parfois même, ça fait que 3 ans. Mais voilà, très souvent, on parle de transformation, mais en fait, c'est un mot galvaudé qui n'a plus de sens. Donc on revient au pourquoi que tu évoquais tout à l'heure, hein. Toujours revenir au pourquoi, plutôt que de parler de transformation, dire pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on veut aller. On a, effectivement l'approche OKR, hein, Objective Key Results, qui est absolument, essentielle parce qu'on a la vision, on la découpe, en thèmes stratégiques, en objectifs justement avec des résultats clés. On sait que c'est une approche, voilà, qui est pratique. Enfin, tous les objectifs ne sont pas atteignables et ça fait partie de la philosophie. Donc ça, j'aime bien parce que derrière, il y a une sorte de droit à l'erreur aussi, finalement, intégré dans cette, démarche. Tu veux en dire plus, Élodie? Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est du droit à l'erreur by design. On est vraiment dans du franglais aujourd'hui. Heu, Puisque l'idée, c'est de se donner une ambition, une vision et de se tirer, de façon continue vers l'avant à tous les niveaux de l'entreprise. Et quand je dis niveau, je parle absolument pas de niveau hiérarchique, je parle vraiment de système, logique qui vont s'organiser en fait autour d'un objectif, qui soit un OKR stratégique, donc plus sur le long terme, qu'un objectif et un OKR opérationnel. Je prends pas trop la parole parce que là, je vais être beaucoup trop passionnée sur le sujet des OKR. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette approche, effectivement, les ressources humaines peuvent tout à fait se l'appliquer
Et ensuite, eh bien, on va passer à la 5e partie, justement qui, si tu peux, passer, là va vraiment, parler du fait que, bah, une fois la légitimité acquise, les RH prennent le lead des transformations de l'organisation. Volontairement, on l'a mis au pluriel parce qu'on sait qu'il y en a pas qu'une et qu'il y a plusieurs types de transformations comme on l'a évoqué préalablement. Donc c'est là où on va, si on reste sur cette idée d'OKR, cette approche OKR, on va être un peu plus sur le côté opérationnel. Heu, donc les objectifs, plutôt tactiques. On va avoir vraiment ce lien entre la vision et puis les équipes par le biais des OKR. Là, on voit notre personnage qui représente les ressources humaines, qui, effectivement, bah, est leader de la transformation, tout simplement parce que, on voit à sa gauche, enfin, oui, à gauche, on voit toutes les étapes précédentes, 1, 2, 3, 4, qui sont représentées ici. Eh bien, c'est en ayant fait toutes ces étapes, en ayant acquis et compris ces étapes, qu'on arrive au résultat final de lead de la transformation. Et ce qui est assez, vraiment, incroyable, c'est qu'on a les ressources humaines sont les mieux placées pour avoir la confiance parce que justement, ils parlent déjà avec les COMEX, avec, les instances du personnel, avec les salariés. Ils les ont vus à différents moments de leur parcours, à la fois, bah, au moment du recrutement, mais aussi au moment des formations, au moment des entretiens annuels, de la communication interne, des events internes, et en fait, aussi, bah, voilà, des échanges, des échanges sociaux, des, inaugurations, d'un nouveau site, par exemple. Donc tous ces moments-là font qu'on va multiplier ces interactions et on va se connaître, en dehors d'un sujet qui concerne principalement la transformation. Donc ça, c'est assez novateur, et c'est vrai que, bah, c'est en parcourant, justement la presse, on voyait un article dans Les Échos, qui justement va parler de cette évolution comme ça de la fonction de département, on va dire, des ressources humaines. Et clairement, quand on a vu ça, on s'est dit: «Mais c'est exactement ce qu'on vit. Nous, c'est notre, ressenti», justement quand on accompagne des clients. On voit, des directions de la transformation qui émergent au sein de l'entreprise. Quelque part, on se dit: «Est-ce que c'est un département qui est temporaire ou pas?» Puisqu'on parle de transformation, une fois que la transformation est finie, qu'est-ce qui se passe? Que deviennent ces personnes? Et également, la question porte sur leurs moyens. Quels moyens elles ont à disposition? Puisque, justement, elles vont s'appuyer sur les fonctions support, sur les fonctions enfin les équipes qui sont côté delivery, qu'on soit à l'échelle ou pas. Et comment, en fait, elles gèrent tout ça? Et justement, on s'est dit, ben, le fait que les RH deviennent lead de la transformation est une réponse à toutes les difficultés que peuvent rencontrer ces directions de la transformation. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut arrêter cette approche, on dit simplement que c'est une nouvelle approche à tester et on en est convaincu, justement chez Womanity. Donc, si oui? Vous voulez intervenir? Donc si on revient en fait, sur, être lead de la transformation, c'est anticiper les besoins de l'entreprise, justement, bah, par le biais des tendances du marché, des besoins des clients, on les connaît mieux. On a déjà fait ce travail au niveau des ressources humaines. Quand on va voir les équipes, là, ça peut être des équipes, IT et en même temps métier, parce qu'on voit qu'on a de plus en plus ce partenariat entre les 2. Ça peut être aussi, ben, on revoit un processus, une expérience. Par exemple, on revoit l'expérience utilisateur sur le site. On a des cas comme ça où en fait, ben, on a des agences. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore physiquement dans l'agence. Les agents, justement, et bien, se retrouvent comme ça, un peu noyés, ont du mal à personnaliser cette approche. Il y a une rupture entre le canal digital et le canal physique et on souhaite améliorer cette expérience. Eh bien, on va revoir le processus, on va innover de cette manière et on va apporter des fonctionnalités sur le site. On va vraiment être centré client et on va regarder en fait son parcours entre son besoin et à la fin, il a ses valeurs. Et ce besoin, il peut passer par un canal digital, par une agence, par le téléphone. C'est multicanal et à chaque fois, le client, l'adhérent aura la même, qualité d'expérience, peu importe, le canal qu'il utilise.
On voit aussi que, on a tous les réseaux sociaux, on a, la possibilité maintenant d'échanger aussi via WhatsApp avec des clients directement. Donc tout ça, on doit s'adapter. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus tant sur une problématique papier digital, mais plutôt multicanal. D'ailleurs, ça fait, déjà plusieurs années que c'est le cas. Mais, vraiment, on va innover aussi d'un point de vue processus. On peut avoir des innovations produits, justement sur, c'est vrai que la GenAI, c'est une innovation, produit et en même temps, c'est un moyen. Là, on réunit tout, hein, c'est-à-dire que ça reste un outil, à notre disposition pour améliorer, toutes les réflexions qu'on peut avoir, les compléter, mais c'est aussi, un outil qui va permettre de gagner en productivité et puis de changer notre métier. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire un webinar uniquement sur ce sujet, heu, pour, justement parler d'innovation, à ces niveaux-là. Tout à l'heure, Luce ou Élodie, je ne me rappelle plus, vous parliez de valises, de valises de coach, et finalement, sur la facilitation graphique qui est encore une fois, superbe, on voit, les boules numérotées 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que, ça représenterait pas aussi peut-être, la valise, des RH qui vont pouvoir après prendre cette légitimité? Alors par rapport à ça, donc effectivement, on va dire que là, c'est les étapes précédentes, hein. Donc dedans, tu as, le monde qui s'accélère, c'est la partie 1. Enfin, c'est toute l'histoire qu'on vient d'expliquer. Dans la partie 4, on a vu framework et asset et c'est cette partie-là de la partie 4 qui représente, notre trésor, en fait. Mais tu as raison, c'est plus que ça parce que l'expérience elle-même fait partie du trésor. Moi, je préférerais en fait un peu ce trésor caché là, tu sais, sur l'île, voilà, on se déterre et en fait, dedans, on se rend compte qu'il y a pas que des objets, mais il y a aussi tout un vécu et on sent que, ce trésor, il représente également la culture de l'entreprise. Parce que c'est essentiel. On peut absolument pas avoir on peut pas coller une transformation sans que enfin, pour toutes les entreprises. À chaque fois, comme on dit, hein, transformer des personnes, c'est également, eh bien, se focaliser sur leur culture et pour ça, une transformation complètement différente d'une entreprise à l'autre. Alors, hem, on peut peut-être aussi, parce que je regarde l'heure qui passe, il y a eu beaucoup de questions sur le sujet, donc je propose qu'on reste sur cette partie 5. On va justement, commencer aussi à répondre à des questions, et puis développer cette partie, si ça vous convient, Romain et Élodie? Sans Bien problème. sûr. OK. Du coup, là, attendez, je reprends, les questions qui ont été posées, en parallèle. Est-il possible de transformer un service, des ressources humaines et une entreprise en général en difficulté financière? Alors oui, c'est d'ailleurs, on est là, complètement sur le pourquoi, la nécessité, l'obligation de se transformer. Là, c'est une très bonne raison de le faire. On est en difficulté financière, déjà, on va faire une sorte d'audit pour comprendre d'où proviennent ces difficultés. Est-ce que c'est, d parce que les coûts internes sont trop importants? Donc, entre les rentrées et les sorties, il y a pas l'équilibre. Donc, on va rationaliser les dépenses, les coûts en interne et on va également, eh bien, revoir, les produits vendus par l'entreprise, la valeur ajoutée de l'entreprise et s'assurer qu'on est au plus proche des besoins des utilisateurs. Peut-être aussi qu'on est dans un océan rouge avec une concurrence tellement forte que là, il faut innover pour aller un peu plus sur un océan bleu et trouver sa place. Donc il y a beaucoup de réponses possibles à cette question, mais en tout cas, oui, c'est possible de transformer les ressources humaines, dans le sens où, comme on vient de le dire, que on délègue davantage, on va réduire, cette posture de manager, mais on va renforcer la responsabilisation des équipes. On va déléguer les équipes, dans la pensée Lean qui est très chère à mon cœur, hein. Je suis une fan du Lean. Justement, on parle de Gemba Walk, c'est-à-dire que, la direction descend, va observer le terrain, va regarder ce qui se passe. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une, ancienne vie, d'aller sur, des surfaces comme ça de bricolage pour regarder, qui achetait nos produits. Et puis, derrière, aussi regarder sur des chantiers, des travaux, comment, ils étaient utilisés. Donc le Gemba Walk est essentiel, à la fois pour regarder les personnes qui pratiquent, mais aussi les personnes qui achètent, les clients, donc en interne et en externe. Je ne sais pas si vous voulez compléter?
Je te rejoins, Luce, sur ce que pour répondre à cette question, c'est effectivement le type de transformation qui va être influencé et du coup son implémentation et ça va être toute la conduite du changement. Parce que ce que j'entends sous-jacent de cette question, ça va être des difficultés au niveau justement de la motivation. Donc là, on va vraiment utiliser la conduite du changement pour pouvoir réengager les collaborateurs qui participeront à cette transformation. Mais c'est effectivement ce que tu disais. Réaligner sur le pourquoi, le type de la transfo et après ses modalités. Ouais, c'est vrai que tu as complètement raison d'insister là-dessus. Difficultés financières, peut-être même qu'il y a, l'émergence d'un plan, de départ volontaire. On commence à licencier, on arrête des périodes d'essai. Enfin, voilà, ça peut créer un climat, d'insécurité et on sait que, pour se transformer, il faut une sécurité psychologique. Et quand on a exactement l'inverse parce qu'on est en difficulté financière, là, c'est le rôle des RH et aussi qui comprennent les change management, de sécuriser. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Également, oui, d'apporter cette agilité de l'organisation, c'est-à-dire on se prépare à ça, on va préparer les équipes à ce qu'elles changent rapidement. En fait, elles vont être constituées, donc elles vont pas changer elles-mêmes, mais ce sur quoi elles vont travailler, leur périmètre va évoluer en permanence. Aussi, d'avoir des hypothèses comme ça, de se dire: «Je vais essayer ça jusqu'en production». C'est une hypothèse, on va voir si ce produit marche. On va jusqu'en production, on investit très peu, mais on teste l'hypothèse, ça ne marche pas, on arrête. Voilà, c'est ce qu'on dit, on va pivoter. On arrête, on pivote dans le sens où, on va peut-être changer quelque chose, ça marche et bien on enrichit ce produit de fonctionnalités. Donc ça, c'est des moyens justement, de ramener de l'agilité en fonction des dépenses. Là, il y a une autre question, c'est quels sont les prérequis pour lancer une transformation? Élodie, est-ce que tu veux, répondre? Romain, n'hésite pas. Plein d'idées là-dessus. La première qui me vient en tête, ça serait un élan des leaders, donc un sponsorship de cette transformation en fait. Non pas, et là je dois être précise sur ce que j'exprime, non pas que ce soit une transformation top-down, mais néanmoins on doit avoir au sein de l'organisation justement des personnes qui y croient et qui donc vont se révéler être les sponsors. Ça, c'est peut-être le prérequis number one pour moi. Je sais pas si tu me suis là-dessus, Luce. Oui, complètement. Avoir un sponsor, moi je dirais avant même ça, c'est, savoir pourquoi. Est-ce Ah qu'on est oui, obligé de le faire? Mais en même temps, ça va de pair, c'est-à dire que ceux qui identifient le pourquoi, généralement, ils vont devenir sponsors aussi. Parce que ils sont visionnaires. Là, il y a un moment où on peut continuer d'injecter, d'investir, voilà, on perd des parts de marché, on voit des concurrents qui arrivent. On a cette impression mais on se dit: «Non, on peut peut-être continuer quand même à faire ça» et du coup, effectivement, le fait d'identifier il nous faut des visionnaires, c'est tes sponsors, tes fameux sponsors. C'est bien eux Mm. qui vont identifier ça. Ils vont capter qu'il se passe quelque chose et que là, il faut absolument se transformer. Donc ouais, et du coup, ils vont pouvoir expliquer le pourquoi. Donc est-ce que c'est l'un ou l'autre? Enfin, pour moi, c'est le même niveau, quoi. Et après, dans les prérequis, c'est, derrière avoir, justement des personnes motivées, le sponsor, le pourquoi, la motivation des personnes qui vont porter cette transformation, qu'elles aient le mandat. Parce que c'est malheureusement, des fois, on voit des personnes qui sont hyper motivées, mais qui, au bout d'un moment, n'ont plus le sponsor ou n'ont pas assez de mandat. Pour ça, c'est bien d'avoir des personnes qui sont intégrées au sein de l'entreprise, d'où les RH. Voilà, elles ont déjà le réseau, elles sont déjà convaincues en interne et voilà. Après, un budget forcément, on va rentrer un peu plus dans le détail, un business in canvas avec, quels sont, les produits, qu'est-ce qu'on en attend, quelles sont les parties prenantes, les canaux et cetera. C'est un document qui est essentiel au début d'une transformation et puis derrière, on va dérouler les formations, identification des équipes, on va avoir l'approche au CARE. On va rentrer de plus en plus dans le détail. Et après, on lance la transfo. Quand on dit qu'une transfo, des fois, c'est 1 an, honnêtement, ça n'arrive jamais. C'est juste que, on est sur un alors, on va plutôt parler de 3 ans. On va prévoir un budget sur 3 ans, même 3 ans, honnêtement, en fonction de la culture de l'entreprise. Si elle est très formaliste
est peu collaborative et qu'on lui demande l'inverse avec l'approche produit, on décentralise la décision, on va, travailler la culture, on va être beaucoup plus proche du client et cetera. C'est parfois l'opposé et on sait que c'est facile, 8-9 ans donc mais bon, on va moins parler de transformation sur la fin, on va se dire que la transfo est finie, mais on va continuer à travailler, les postures. Une autre question, comment transformer les RH, y compris vis-à-vis de la direction, afin d'être prêt à transformer l'entreprise? Est-ce que c'est pas un peu la même question? Un peu la même que la première, ouais. Ouais, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ça? Il y a le côté Non, peut-être être prêt. je pense que dans ta réponse tout à l'heure, tu le disais, sans des sponsors, pertinents, c'est difficile d'avancer. Est-ce que selon vous, la direction est un sponsor qui est essentiel ou, d'où on peut Oui. se passer? Je pense que c'était ça un petit peu la question. Oui, alors, ouais, effectivement, on y a répondu. Moi, ce que je vois aussi, c'est à quel moment les RH se disent: «On est prêt». Il y a peut-être tu sais, entre notre étape 4 et 5, à quel moment on se dit: «Allez, c'est bon, on y va». Moi, j'ai envie de dire qu'il y a pas de tampon. Ce qu'on fait généralement, c'est des assessments, comme ça on voit l'évolution de la maturité mais par contre, de toute façon, c'est, on essaye et on apprend. Il y a OK. pas d'autre, moyen. Élodie? Avec autre chose, pour, travailler dans le milieu depuis quelques années, ça m'a aussi appris l'humilité d'être en permanence en train d'apprendre des choses Mmh. et du coup, si on se figeait dans un modèle où on se dirait: «J'attends d'avoir toutes les compétences pour pouvoir y aller», finalement on perdrait du temps donc c'est aussi ça le message de, l'expérimentation quelque part va permettre d'apprendre des choses et on sera en continuellement en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouveaux frameworks, de nouvelles certifications, de nouvelles erreurs parce qu'on s'est trompé sur une hypothèse. Et c'est vraiment apprendre en marchant qui me semble important. Néanmoins, tu as raison, c'est quelle est la ligne de départ qui va nous faire dire: «OK, je me sens prêt en fait à y aller». Voilà, il y a un minimum à être prêt effectivement. Mmh, Après, pas trop parce que sinon on retombe dans des revers de la perfection ça exactement. manque de vie quoi et Mmh, on n'est jamais prêt parce que de toute façon le monde comme on a dit est tout le temps en mouvement et une entreprise aussi, les personnes au sein de l'entreprise aussi. Il y a peut-être quelque chose qui est moins vivant que le reste, c'est les processus parce que ça a le mérite de formaliser les choses, mais on les fait aussi bouger. Donc être prêt à se transformer, un minimum pour se sentir en sécurité et légitime, mais par contre, on y va en fuite et puis on apprend avec les autres et je te rejoins complètement, sur, le fait qu'il faut être humble et de dire qu'on ne sait pas tout et on apprend ensemble et rien que ça, c'est pour moi une posture de mmh. leadership, quoi. Alors, dernière, question, les OKR, mesurer le coût et le ROI de la transformation, comment on fait? Alors, on en a parlé effectivement des OKR. Je pense que si on veut en dire plus, il faudra faire une session à part. Donc on va vous mettre ou on va, donner le lien, justement un formulaire de contact. Déjà vous pouvez me contacter via LinkedIn, hein, parce que moi mon profil est accessible, celui d'Élodie aussi, Romain aussi. Voilà, si vous avez des témoignages, on peut déjà répondre, à vos questions. Donc n'hésitez pas directement à nous contacter via LinkedIn et puis, on a un formulaire de contact. Havana, est-ce que c'est, toi qui, Havana, merci pour ta facilitation dans l'ombre. Est-ce que, enfin, je peux pas du coup te poser de questions, mais ah bah voilà, parfait, tu l'as Parfait. mis dedans, c'est génial. Merci beaucoup Havana et donc vous voyez le formulaire de contact, à la fois, bah, ça vous permettra de nous donner votre feedback. On est aussi sur une version qui va être diffusée en replay, donc de toute façon, ce formulaire de contact reste à votre disposition, même si c'est dans, je sais pas combien de temps, je vais pas donner de temps comme ça. Dans 40 ans, on écoutera encore, on regardera ce formulaire. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez nous contacter par ce biais-là. Aussi, bah, à tous les participants, du, webinaire, vous allez recevoir, ce replay et en même temps la facilitation graphique. Encore une fois, merci Nicolas Caruso pour, ce talent d'avoir su comme ça retranscrire, nos propos, de manière aussi, précise et en même temps agréable. Merci à vous 2.
J'ai bien conscience que j'ai pas encore répondu à la question, mais je l'ai encore en tête, hein. Donc pour les OKR, en même temps mesurer le coût et le ROI de la transformation, là je vais répondre, mais sommairement, les OKR, on en a déjà parlé. Mesurer le coût et le ROI de la transformation, eh bien, ça veut dire aussi, d'avoir une photographie de départ, hein. Quand on arrive et qu'on dit: «Bah, on voudrait, transformer l'organisation», ou des fois on arrive, c'est déjà commencé, hein. Tu donnais cet exemple, Élodie, tout à l'heure. Oui, mais très bien, mais est-ce que vous avez fait la photographie de départ? Quel est votre time to market? En gros, combien de temps un produit met pour aller, sur le marché, être consommé par votre client entre son idéation, c'est-à-dire l'émergence du besoin, et le moment où il est disponible auprès des clients? Heu, donc ça, est-ce que vous l'avez mesuré? Combien, quel est le temps? Est-ce que par exemple, bah, vous avez fait des formations et vous avez, sélectionné des prestataires, il y a eu une mise, sur le marché, un RFP. Tous ces coûts cachés de transaction, est-ce que vous les avez notés? Le temps que vous avez passé à le faire? Également, eh bien, la qualité, est-ce que par exemple, pour parler de DevOps, de CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, est-ce que vous avez vos indicateurs comme on retrouve sur Dora? Vous savez le nouveau framework là, de Google. Est-ce que vous mettez en place le failure rate, par exemple, qui vous permet d'analyser la qualité du code et de voir en fait, bah, tous ces patchs que vous faites en prod? C'est un coût, on mobilise des équipes, il y a des serveurs, enfin voilà. Tout ça, en fait, font partie, de ce qu'on appelle la mesure du coût, avec cette photographie de départ, et après, ben, on va pouvoir affiner, toutes les actions qu'on a faites, les leviers qu'on a mis en place, et bien, on va regarder l'évolution dans le temps et on va pouvoir dire: «OK, aujourd'hui, on en est là», et c'est ça le gain, qu'on a obtenu. Donc on peut parler de coût ROI à partir du moment où on fait cette photographie de départ, et si ça n'a pas été fait au début, bah, c'est pas grave, vous le faites au moment où vous décidez de mesurer ça. Et vous aurez moins de data, vous aurez moins de recul, et donc bah, moins de gains identifiables. Et on sait à quel point c'est important aussi à un moment de parler de retour sur investissement. Parfois on a des transformations qui coûtent plusieurs millions, hein, d'euros, en plus, d'être sur, des différents continents, d'être internationaux. Donc international, eh bien ces transformations-là, voilà, on va pouvoir les mesurer de cette manière et puis derrière justifier, de sa réussite. Est-ce que, il y a d'autres questions? Peut-être Romain, tu veux nous poser des petites questions et puis on va s'arrêter là? J'ai pas spécialement de questions en tête, juste peut-être repréciser aussi, aux personnes qui ont regardé le webinaire que, c'est une introduction au sujet, qu'évidemment il y a pas mal, et les questions je pense le reflètent très bien. Il y a pas mal de points qui peuvent être creusés, et pas de panique, ces points-là sont posés, ils peuvent totalement nous contacter via le lien qui est mis en place tout à l'heure, pour nous poser ces questions, pour qu'on les aide à creuser aussi ces sujets-là. Mais en tout cas voilà, c'est une introduction, au sujet, et on ira encore plus loin dans le cadre d'autres événements, j'en suis sûr. Eh bien, ce fut un plaisir, oui, Élodie? J'allais dire, Romain, je m'attendais à ce que tu dises: «Est-ce que je peux venir faire des transfos avec vous?» Il va les Avec faire. grand plaisir, donc ça, vous le savez déjà. Il va les faire. Merci beaucoup à tous les 2 pour, ce webinaire que j'ai trouvé, vivant, agréable, et voilà, on a pu échanger. Merci infiniment, et puis, bah, on se retrouvera pour une prochaine édition. On en dira plus, sur LinkedIn, justement le sujet. On va aussi faire un appel un petit peu comme ça au sujet auprès de nos membres de la page LinkedIn Humanity. Vous aurez la possibilité, eh bien, de voter, et puis comme ça, bah, on pourra aussi organiser nos futurs webinaires en fonction de vos envies, de vos besoins. Merci à tous et puis, bah, bonne, fin de journée. Au revoir. Au À revoir. bientôt!